Mettons-nous d'accord aujourd'hui avec Arlette Chabot, grande fan de Charlebois. On a assisté à un échange chaleureux. Journaliste, éditorialiste. On vous retrouve évidemment tous les lundis matins à 7h35 sur Sud Radio pour l'édito politique. Frédéric Dabi, général. Voilà, carrément général. Directeur général de l'IFOP. Je rappelle votre dernier livre, Idée de cadeau pour Noël, aux éditions Les Arènes, La Fracture. Et Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire et autres livres éventuellement à offrir. Chaos, essai sur les imaginaires des peuples avec Stéphane Rosès aux éditions du Cerf. Et nous attendons Mickaël Darmon qui ne devrait pas tarder à arriver, journaliste chez i24 News, et il a publié Les secrets d'un règne dans les coulisses d'un quinquennat de crise. Je vous ai demandé à tous de nous suggérer un livre qui vous a plu en idée de cadeau, dernière semaine de Noël. Un livre, ça fait toujours plaisir. Donc on va en parler dans un instant. On va parler de la loi immigration, on va parler des cours d'empathie à l'école, et puis de ce sondage IFOP, un Français musulman sur 5 a de la sympathie pour le Hamas. Un sondage IFOP que vous pourrez nous commenter, Frédéric, dans un instant. On va commencer avec vous, Frédéric, un coup de cœur que je partage. Oui, un coup de cœur, une triste nouvelle, la disparition de Claude Villers, qui est un producteur sur France Inter, qui s'est fait connaître en étant le président d'un tribunal, le tribunal des flagrants délires entre 80 et 83, où sévissait un procureur, Louis Rego, un avocat, Desproges, Pierre Desproges, qui commençait toutes ses plaidoiries par bonjour ma hargne, salut ma colère et mon courroux coucou. Vous voyez, pour vous donner un peu l'ambiance. C'était à une époque où il n'y avait pas de polémique sur les humoristes de France Inter. On pouvait absolument tout dire. Alors, deux petits liens avec Sud Radio que Patrick Roger m'a soufflé tout à l'heure. Premièrement, Claude Villers écoutait Sud Radio. Il vivait en Dordogne, dans le Sud-Ouest, était devenu un auditeur fidèle. Et puis, Sud Radio, avec les vraies voix de notre ami Philippe David et de Cécile de Ménibus, reprend un peu l'idée du tribunal, avec chaque jour le réquisitoire du procureur Bilger. Mais voilà, c'est la fin d'une époque, si je peux dire. C'est moins comique, si je peux dire, ce que dit Philippe Bilger que ce que disait à l'époque Desproges et Louis Rego et Claude Villers, ce président débonnaire. Vous l'avez connu, Arlette? Comme je suis un peu âgée, je l'ai croisé dans des couloirs de France Inter, quand il faisait cette émission. C'est un type formidable. D'abord, il y a la voix de Claude Villers. Extraordinaire. Alors, la radio, c'est bête de le répéter, mais c'est d'abord une voix. Et Claude Villers, il a fait d'autres choses après le tribunal des flagrants délires. C'est quand même quelqu'un, quand il racontait une histoire, on s'arrête, on s'assoit, on écoutait Claude Villers. Donc c'est un type formidable. Et puis c'est vrai que la liberté de ton, en même temps il n'y avait pas de polémique, c'est vrai à l'époque, mais personne ne sortait des clous non plus, si je puis dire. Ça allait loin, mais ça ne pouvait choquer personne. Donc c'était bien. Et Louis Rego, alors là franchement c'est un régal, on écoute. Si on peut réécouter le tribunal des flagrants délires, on n'hésite pas une seconde. Il y a des extraits hier, j'ai vu effectivement Louis Rego, c'est du délire. C'est du délire. Et puis Claude Villers qui riait de bon cœur et qui était un homme absolument charmant. Donc effectivement, pensez pour lui. Vous avez raison de rappeler sa mémoire et puis cette carrière assez incroyable qu'il a eue. Un livre, Frédéric ? Alors moi j'ai envie de donner 2 livres. D'abord un livre politique, le livre de souvenirs de Jean-Pierre Elkabbach, qui raconte. Alors le titre m'échappe. J'ai un trou de mémoire. Je crois que c'est Mémoires tout simplement de Jean-Pierre Elkabbach, qui disparu il y a quelques mois. Et puis un livre un peu plus dramatique, le livre du jeune Panayotis Pasco, qui a été un véritable carton de librairie, où il raconte son mal-être, sa vie de comique, sa découverte de son homosexualité, toute une série de choses qui a beaucoup ému les Français. Ça s'appelle La prochaine fois que tu mordras la poussière, c'est chez Stock, et c'est Panayotis Pasco. Et puis le livre de Jean-Pierre Elkabbach s'appelle Les rives de la mémoire. Merci de m'aider. Voilà, je sais tout. On va continuer notre tour de table avec vous, Arnaud Benedetti. Un coup de cœur, coup de gueule. On n'en parle pas beaucoup, et pourtant c'est des mobilisations qui se déroulent tous les jours actuellement dans nos campagnes. Les agriculteurs et les jeunes agriculteurs actuellement essayent de faire prendre conscience des difficultés qui sont les leurs. On connaît les difficultés du monde agricole, mais vous savez, il y a une taxe, la taxe gasoil,
ce qu'on appelle le gasoil agricole, en l'occurrence. C'est le gasoil pour les tracteurs, entre autres. Jusqu'à présent, c'était défiscalisé, c'est fiscalisé. Et si vous voulez, c'est une mesure supplémentaire qui s'accumule pour le monde agricole, qui est tous les jours un peu plus contraint. La réalité, c'est que on a des normes européennes en matière de protection environnementale qui s'imposent à eux, parfois de manière très injonctive. Ils ont le problème des marges avec la grande distribution. Et depuis maintenant 3 semaines, on a tout un ensemble de mouvements qui se sont développés dans différents coins du territoire où les agriculteurs se mobilisent. Et moi, je suis très étonné finalement que ça ne prenne pas. Il y a très peu d'écho médiatique par rapport à cela. Et au moment où on parle de notre souveraineté alimentaire, au moment où l'on sait très bien que le renouvellement des générations dans le monde agricole va véritablement être très compliqué, on sait par exemple que près de 50% de la population agricole active va disparaître à l'échéance 2030. 2030, c'est demain. Je crois qu'il y a un vrai cri d'alarme qui est lancé, et moi, c'est à la fois un coup de cœur que, bien évidemment, je leur porte, mais aussi, je trouve que leur coup de gueule, en l'occurrence, est totalement légitime. On a un vrai problème, je le rappelle, en termes de souveraineté alimentaire. Je prendrai un exemple. Le domaine des fruits. Aujourd'hui, on importe 60% de notre production, ce qui est considérable. On importe 40% de notre production de légumes. Il y a aussi les accords de libre-échange. Il y a un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande qui est en train d'être négocié. On peut imaginer que ça aura un impact sur notre production de viande. Donc, je crois que c'est vrai qu'on est à un tournant, là, et que, encore une fois, il faut les soutenir, et je trouve que politiquement, il y a très peu de voix qui se sont élevées ces dernières semaines. Oui, bon, on en a parlé pas mal sur Sud Radio. Oui, sur Sud Radio, Christine Bouillot a fait beaucoup de reportages dessus, mais vous avez raison, on l'a évoqué ici plusieurs fois. Mais visiblement, il n'y a pas de suite à cette colère, et ça ne prend pas vraiment en fait. On va jouer sur Sud Radio avec vous. Vous nous donnerez votre livre dans un instant. C'est le moment de vous lancer cet appel à participer à notre grand jeu du Grand Sapin de Noël Sud Radio. Vous pourrez gagner, vous le savez, de très très nombreux cadeaux. Par exemple, une photo professionnelle en famille avec le Shooting Box, lashootingbox.com, votre montre Ice Watch Solar Power, ou encore beaucoup d'autres très beaux cadeaux, des séjours. Enfin, participez 0826 300 300 et nous prendrons, Arlette, le combienième appel? Je vous laisse choisir entre 1 et 25. 18. Le 18e appel. Il y a beaucoup d'appels. Il y a même des professionnels, donc on vous le signale. On repère les professionnels qui s'inscrivent. J'ai appris ça par Manu, notre standardiste. Il y a des professionnels qui s'inscrivent à tous les jeux, en fait, qui ont des alertes. Donc nous, ce sont les fidèles auditeurs de Sud Radio que nous privilégions pour nos très beaux cadeaux. À tout de suite. Et nous sommes ensemble et nous allons commenter l'actualité, en particulier cette loi immigration. Est-ce qu'on va arriver à un texte, oui ou non? Est-ce qu'il y aura une droitisation? On va parler des cours d'empathie à l'école pour lutter contre le harcèlement scolaire. Et puis ce sondage IFOP, un Français musulman sur 5 a de la sympathie pour le Hamas. Un auditeur me dit, mais comment êtes-vous arrivé à cette conclusion? Ça s'appelle un sondage. Faudra peut-être refaire une émission, parce que vendredi on a eu la même question sur c'est n'importe quoi quand on parle des européennes. Enfin bon. Mickaël Darmon, journaliste politique chez i24 News. Bonjour, vous venez d'arriver. Désolé pour le retard. Les secrets d'un règne dans les coulisses d'un quinquennat de crise, c'est aux éditions L'Archipel. Arlette Chabot, journaliste éditorialiste, c'est l'édito politique tous les lundis à 7h35 sur Sud Radio, et on vous retrouve également sur LCI tous les week-ends. Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, et vous avez publié La Fracture aux éditions Les Arènes, et Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne et rédacteur en chef de la revue Politique et parlementaire, et votre dernier livre, un livre d'entretien avec Stéphane Rosès, Chaos, essai sur les imaginaires des peuples, qui est paru aux éditions du CERF. On va continuer notre tour de table, mais Arnaud, vous ne nous avez pas donné le livre que vous nous conseillez. Fait, j'ai 2 livres, parce que j'ai vu que Frédéric a eu 2 livres. Il y en a un qui a été publié l'année dernière, qui s'appelle Les Manipulateurs, qui a été écrit par un historien, David Colomb, qui vient d'ailleurs de publier un livre sur la guerre et l'information, que je n'ai pas lu celui-là, mais qui je pense doit être excellent. Les manipulateurs, en fait, c'est l'histoire de ceux qui sont les pionniers des métiers de la communication. Les métiers de la communication qui sont assez récents finalement, qui datent du début
du début du XXe siècle, avec les grands noms, notamment, qui sont tous d'ailleurs nés aux États-Unis, parce que c'est des métiers qui tous ont été fondés aux États-Unis. En France, c'est arrivé plus tard, hein, avec Chaban. Non, ça arrive déjà avec Bleustein Blanchet quand même, et la fondation de Publicis en 1926 d'ailleurs, et puis avec Michel Bongrand, qui a été quand même le père du marketing électoral en France, et d'ailleurs qui avait suivi la campagne il faut se souvenir, qui avait suivi la campagne de Kennedy, et qui, revenant de la campagne de Kennedy, a proposé ces méthodes au général de Gaulle, et en tout cas à l'entourage du général de Gaulle, qui a considéré que ce n'était pas très utile. C'était c'était une autre époque. Et donc, ce livre est très intéressant parce qu'il retrace, en fait, sous forme de portraits, il y a une vingtaine de portraits, ceux qui ont été les grands noms, et qui sont aujourd'hui encore les grands noms de ces métiers-là. Et c'est vrai que quand on lit, on oscille à la fois entre quand même une vision très critique, parce qu'il y avait quand même quelques grands manipulateurs, hein. Je pense à quelqu'un comme Édouard Bernays, qui a joué un rôle assez faramineux dans l'implantation de ces métiers. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment aujourd'hui les nouvelles technologies, les progressions dans les sciences, dans les neurosciences, transforment aussi ces métiers. Donc c'est très intéressant. Et l'autre livre, c'est un livre qui sera publié début janvier, autour de Raymond Aron, Le penseur des prochains jours, ce que nous lui devons. C'est un livre qui est rédigé par Alexis Lacroix, qui est l'ancien responsable des pages opinion du Figaro, et qui est aujourd'hui directeur de la rédaction d'Actualité Juive Internationale. Et 40 ans, oui, c'est 40 ans maintenant, après le décès de Aron. C'est un ouvrage très intéressant, et qui prend un peu parfois à rebrousse-poil ceux qui se réclament d'Aron, de manière parfois indue, et qui rappelle ce que c'est que vraiment une pensée libérale, et qui montre qu'Aron était d'abord un penseur du politique, et je trouve que c'est un portrait qui se lit, puis c'est pas théorique, on voit Aron, on comprend ce qu'est Aron dans sa trajectoire. Oui, c'est très très accessible, voilà. Donc ça s'appelle Le penseur des prochains jours, Raymond Aron, ce que nous lui devons. Alexis Lacroix, c'est aux éditions des presses de la Cité. Voilà. Arlette, c'est tout autre chose. On part en Allemagne avec vous pour votre coup de cœur. Oui, mais vous allez voir qu'on va revenir en France. C'est pas un coup de cœur, c'est une vraie interrogation. On voit que le gouvernement Scholz a décidé d'arrêter les subventions voitures électriques. Ok, ça paraît toujours un peu bizarre dans un gouvernement de coalition dans lequel les Verts sont effectivement importants. Alors la raison, c'est qu'il n'a pas changé d'avis sur l'utilité de subventionner les voitures électriques. Ils ont dépensé depuis 2016, les Allemands, 10 milliards d'euros pour aider effectivement les Allemands à acheter des voitures électriques. En fait, la vraie raison de cette volte-face, c'est tout simplement qu'il y a un problème budgétaire en Allemagne, et qu'en Allemagne, il y a une cour constitutionnelle qui regarde attentivement le budget déposé par le gouvernement, et là, il y a 60 milliards, qui ont été réinjectés, récupérés, et qui devaient servir à la transition énergétique et climatique notamment. Et la cour constitutionnelle dit « Ah non, les 60 milliards... » vous les enlevez, vous refaites votre budget. Ça, c'est l'Allemagne, vous voyez. Alors, en Allemagne, on dit non, donc le gouvernement se prend la tête, dit « Oh là là, c'est terrible ». Tout simplement parce qu'il y a une règle, on appelait ça, nous, à un moment, la règle d'or, c'est-à-dire non à l'endettement. On limite l'endettement en Allemagne. Donc, encore une fois, la Cour constitutionnelle a son mot à dire. Alors, ça donne effectivement un petit tour de vis budgétaire, obligé. Et alors... Franchement, en France, c'est open bar. Hein. Oui, c'est ça. Donc, pendant ce temps-là, nous, on continue à avoir, j'ai bien vérifié ce matin, 172 milliards d'euros de déficit en 2023, une dette qui est à 3 000 milliards. On estime autour de 4,9 à peu près le déficit 2023, que Elisabeth Borne d'ailleurs a rappelé au ministre de l'économie, un certain Bruno Le Maire, en lui disant, au lieu de t'occuper de l'immigration, tu ferais mieux de t'occuper de ton déficit budgétaire. Voilà. Et pendant ce temps-là, en Allemagne, on est plutôt un déficit autour de 1,7, sans commentaire. Donc voilà. On peut trouver que ça n'est pas bien, la règle allemande. On peut trouver que c'est insupportable. D'ailleurs, quand à une certaine époque, je crois que c'est Nicolas Sarkozy voulait effectivement lui aussi inscrire dans la Constitution ce non-déficit budgétaire, ça n'a pas marché. En Allemagne, c'est aujourd'hui l'inverse. Certains se demandent si finalement, il ne faudrait pas revenir sur cette règle du confinement budgétaire, de la règle d'or. C'est à l'étude, ils réfléchissent. Moi, je leur dirais, ne prenez pas modèle sur la France. On aurait eu le quoi qu'il en coûte avec la règle d'or si elle avait été dans la Constitution française. En France, la règle d'or, c'est plutôt le quoi qu'il en coûte.
Voilà, c'est plutôt Sauf ça. Sauf qu'à un moment, ça va être compliqué, non? Ça sera sûrement compliqué, mais il faudra juste courir plus vite, c'est tout. On a emprunté, je crois, sur les marchés financiers au mois de septembre, 280 milliards, me semble-t-il. Et il y a un point quand même, il faut aussi signaler, c'est que la France n'est pas totalement, c'est le moins qu'on puisse dire, propriétaire de sa dette. Non. À près de 50%, ce qui quand même pose un problème. Ce qui n'est pas le cas d'Italie ou du Japon. Et d'une manière générale, en Allemagne, on assiste à vraiment un droit d'inventaire et un retour des années, en tout cas, un éloignement des années Merkel, puisque à la fois le durcissement au niveau des migrants, de l'immigration, à la fois le fait de renoncer à la sortie du nucléaire, effectivement le tour de vis budgétaire, on sent bien que Olaf Scholz, il veut vraiment là effacer, tourner la page. D'ailleurs, il est en train de le faire. Et la question, c'est oui, bien sûr, est-ce qu'il faudra continuer à dire qu'il faut prendre. Mais en même temps, il y a des taxes qui sont subrepticement glissées et dont on n'a pas forcément écho. Enfin, cela dit, c'était au journal de TF1, c'est François Langlais qui nous annonçait qu'il y avait eu 3 taxes qui ont été votées en quelques jours. Une nouvelle taxe sur les abonnements de musique en ligne, 1,75%. La taxe foncière qui sera augmentée de 3,9%, alors que l'inflation est bien inférieure, et puis également rétablir la taxe sur la consommation d'électricité qui va contribuer à augmenter de 10% nos factures d'électricité. Oui, alors elles ont été quand même mentionnées par la presse, d'ailleurs c'est même la première que vous avez mentionnée a d'ailleurs généré une mobilisation de tout l'écosystème du streaming, en particulier le directeur de Deezer, qui lui s'est beaucoup manifesté, s'est beaucoup mobilisé en disant que voilà, par rapport aux GAFA qui ont d'autres ressources, le streaming n'a que comme seul modèle économique voilà, la diffusion de contenus musicaux. Bon, on sent bien qu'effectivement, derrière les quoi qu'il en coûte et autres largesses, il y a bien évidemment de l'argent ici ou là. Bien évidemment. Non, c'est vrai que quand on regarde la hiérarchie des préoccupations des Français, Catif a fait du sel pour Sud Radio de la fin novembre, la réduction de la dette publique est l'antépénultième enjeu en termes de priorité. Je pense qu'on n'a pas conscience. On n'a pas conscience. Le quoi qu'il en coûte dont parlait Mickaël est passé par là. On n'a rien à voir avec les années, justement, Sarkozy 2007-2009, où il y a les discours assez forts de François Fillon, l'État en situation de faillite, où il y a la crise financière, où il y a le spectre de la faillite de la Grèce qui avait fait monter. Ça n'a jamais été le sujet majeur. Il ne faut pas se cacher les choses, mais c'était quand même nettement plus haut. Un candidat présidentiel, François Bayrou, qui avait quand même beaucoup parlé de la dette pendant sa campagne. Bon, Arlette, votre livre, le livre que vous nous conseillez, toute cette semaine, on va vous conseiller des livres, politiques ou non, qui vous ont plu. Le De Gaulle, Jean-Luc Barré. Alors ne dites pas, non, De Gaulle en plus. Ah non, encore, super. Encore, voilà. Alors moi aussi, quand je l'ai vu, je me suis dit, non, pas De Gaulle encore, ça fait beaucoup. Mais alors, Jean-Luc Barré est formidable, parce qu'il s'est replongé dans les archives du général de Gaulle. Il y aura 3 tomes, vous allez voir, c'est épais, c'est gros, c'est lourd. Certains diront que c'est un peu cher, mais en tout cas, c'est un livre formidable, parce qu'il s'est effectivement replongé dans les archives, et donc il nous fait redécouvrir c'est le tome 1, il y en aura 3. Le second sera en 2025. Vous serez patient, parce que quand vous serez plongé dans ce livre de Jean-Luc Barré, ça se lit vraiment très facilement et vous apprenez plein de choses sur De Gaulle. Vous ne savez pas, parce qu'on a l'impression qu'on sait un petit peu tout. Voilà, donc c'est le tome 1, je vous ramène notamment dans les années 30. Et puis vous avez découvert le jeune De Gaulle, qui avait déjà une assez haute opinion de lui-même. Donc il ne disait pas « je serai De Gaulle ou rien », mais quand même on n'en est pas loin, effectivement. Il y a des prises de position qui s'expriment très tôt. Dès les années 30, De Gaulle, par exemple, la colonisation, la décolonisation, il y est favorable. Il n'a pas attendu la guerre d'Algérie, évidemment, pour être favorable à la décolonisation. Donc c'est tout à fait passionnant. Et ce qu'il y a de bien, c'est que Jean-Luc Barré, c'est que c'est pas un adorateur du général de Gaulle. Donc il y a la distance. C'est pour ça que je dis que les défauts, guillemets, ou en tout cas ce qui apparaît d'un de Gaulle assez seul au fond de la vie à l'époque est assez intéressant. C'est l'auteur d'autres biographies. On l'a beaucoup lu avec ses travaux avec Jacques Chirac, notamment les Mémoires de Chirac. Là, c'est vraiment
passionnant. Et encore une fois, quand vous l'avez terminé, ça vous prendra un peu de temps, mais vous vous dites, mince, il faudra attendre 2025 pour avoir le tome 2. Là, ça veut dire que c'est un bon livre. Ça veut dire que c'est un bon livre. On est jusqu'en 44. Ensuite, on aura, après la libération et le retour au pouvoir. C'est un très bon conseil pour ceux qui cherchent encore des idées. De Gaulle a publié son premier texte dans une revue civile, dans la revue politique et parlementaire. Je le dis, j'en profite. Il faut le republier. On l'a republié parce qu'on avait fait un numéro au moment du 100e anniversaire. Non, c'était pas le 100e anniversaire, attendez. Qu'est-ce qu'on a commémoré il y a quelque temps sur De Gaulle? C'était le... Enfin bon, je sais plus exactement. On avait fait un numéro spécial sur De Gaulle et on avait ressorti le texte. Oui, c'était un texte de 1932. En fait, il avait publié son premier chapitre de Vers l'armée de métier dans la revue politique et parlementaire. Allez, on va prendre notre gagnant, qui est une gagnante. Alima, bonjour. Vous avez gagné aujourd'hui, enfin dans mon émission, puisque ça dure toute la journée sur Sud Radio, le jeu du grand sapin de Noël. Bonjour Alima. Il faudrait que vous baissiez le son de votre écran. Allô? Oui. Allô, j'ai gagné. Bonjour, j'ai gagné. Bonjour à vous. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle du Vaucluse, Baume de Venise. Oh, avec très bon vin, Baume de Venise. Vous préparez les fêtes? Oui, tout à fait, merci. Oui, évidemment. Non, on est ravis de vous avoir au téléphone et puis surtout, vous allez découvrir votre cadeau. Alors, c'est une tablette tactile offerte par la Confédération des buralistes. Vous allez voir, c'est beaucoup mieux qu'un téléphone. C'est vraiment un outil de travail. Vous pouvez également avoir des jeux et vous allez pouvoir l'emporter partout. Bravo. Vous allez la garder ou l'offrir ? Je vais la garder parce que j'en ai pas, donc super. Et vous allez découvrir cette tablette tactile qui est extrêmement pratique. Merci à vous d'être fidèle à Sud Radio, Alima, et vous allez la recevoir dans quelques jours. Et le grand sapin de Noël, évidemment, c'est toute la journée jusqu'au 25 décembre avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Et on continue, on avance. On a pris un petit peu de temps sur nos coups de cœur et nos coups de gueule. Mickaël, un coup de gueule? Un coup de gueule, oui, bien sûr. Oui. Alors j'ai été, même plutôt un éclat de rire en fait, parce que franchement, quand j'ai lu l'information sur le député, peut-être, en tout cas Thomas Porte. Voilà, l'apparatchik de la France Insoumise, Thomas Porte, député, qui prétend, qui préconise de poursuivre en justice les soldats franco-israéliens. Franchement, ça a égayé la matinée. Voilà, autant de bêtises, au fond transformées. Comment il le justifie? Tout simplement parce qu'il participe de l'occupation, des crimes de guerre. Enfin, vous avez toute la phraséologie, la logorée derrière. De la France Insoumise, mais je me suis dit qu'autant de bêtises comme ça, assumées, exposées, c'était pratiquement même une forme d'happening artistique, quoi. C'est-à-dire qu'on se dit, mais vraiment, jusqu'où ça peut aller, et voilà. Donc, je voulais juste le mentionner parce qu'il n'y a aucun autre commentaire à faire. Ouais. Je pense que ça ne mérite absolument pas une analyse parce que ce serait trop d'honneur à faire à ce monsieur. Mais juste signaler, que puisque le ridicule ne tue pas, je pense qu'il continue à marcher aujourd'hui. Mais franchement, on a atteint un sommet là. Je vais pas commenter sur ce qu'a dit Mickaël, qui a absolument tout dit. Je fais un petit point, un petit droit de réponse sur Thomas Porte, qui est passé la semaine dernière chez Jacques Bourdin lors d'un débat et qui a utilisé un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio en le tronquant complètement, en disant que les principales préoccupations des Français... Ce qu'a dit Mathilde Panot hier soir aussi, je ne sais pas si vous avez vu ce débat avec Marion Maréchal. Soumise, no comment. Donc que les principales préoccupations des Français étaient la santé, l'éducation et le poids à la chasse, c'est vrai, mais Thomas Porte a oublié de citer que dans le top 5, il y a également la lutte contre le terrorisme et il y a l'insécurité. Donc quand vous lisez un sondage, M. Porte, lisez-le complètement et ne le triturez pas dans votre sens. Mais visiblement, ça fait partie des éléments de langage de la France Insoumise, encore une fois, parce que j'ai vu Mathilde Panot qui disait que, effectivement, l'immigration, alors elle avait ses chiffres, elle était particulièrement scolaire. Je ne sais pas si vous avez suivi le débat dans ce qu'elle disait. C'est pas la peine de le regarder. Non, c'est franchement, c'est ce que j'appelle moi de la télé poubelle, pardon de le dire comme ça, mais on sent que c'est annoncé comme un match comme un match. Je trouve que ça n'a aucun intérêt.
Si c'était que je dirais, c'est évidemment contre-productif, mais ça vient bien installer que la radicalité a été quand même le concept qui s'est imposé et depuis 2022, et qu'on voit bien qu'il y a une volonté de dire, au fond, c'est là que, autour de cet axe-là, que au fond que le débat s'organise. C'est malheureux. Et d'ailleurs, lorsqu'on en reviendra au livre à recommander, Alors, je vais juste te dire un mot. Je suis tout à fait d'accord avec Michael, c'est pas nouveau, mais ça veut dire que la radicalité, ça veut dire qu'on est dans une impasse totale. Oui, absolument. C'est-à-dire que ça n'a. C'était le débat de l'impasse. Je veux dire, c'est intéressant, mais c'est le débat qui nous mène. On est dans une impasse qui ne mène nulle part. Qui résume la vie politique française bloquée, parce qu'avec ce genre, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'idées, il y a des invectives. Donc ça ne mène encore une fois nulle part, et c'est à vous de écœurer totalement la politique. C'est l'affiche qui renseigne, qui donne plus que le contenu. Absolument. Voilà. Parce que le contenu n'avait. Non, on pouvait aboutir à rien. On pouvait déjà comprendre et envisager avant que le débat ne commence comment ça allait se dérouler. Le fait d'avoir mis cette affiche, d'avoir pensé que c'était une affiche importante, intéressante à proposer au public, raconte des choses. Et donc juste pour dire, voilà, en contre-champ, si je puis dire, ou en antidote, parmi les recommandations de lecture et de cadeaux à faire, je pense qu'il y a un cadeau à faire, c'est le livre de Jean Birnbaum qui s'appelle donc Le courage de la nuance, et qui rassemble toute une série de portraits de gens qui ont eu le courage d'être radicaux dans leurs nuances à travers l'histoire. Donc il y a Raymond Aron, il y a Germaine Tillon, il y a beaucoup d'autres personnages. On n'est pas du tout dans la nuance. Et oui, mais même, je pense que c'est il faut se prendre l'antidote, et c'est un livre qu'il faut lire et relire, parce que quand on arrive au bout du rouleau, on le recommence. Mais l'histoire politique française n'a jamais été véritablement une histoire très nuancée. Non. Oui, mais je pense pas que ça soit fondamentalement nouveau. faite de personnages, mais ceux qui ont gagné sont ceux qui ont porté la nuance. Moi, ce qui me frappe, c'est que ce débat reflète cette tenaille dans laquelle beaucoup de Français sont, entre une tenaille identitaire d'un côté, communautariste de l'autre. Et c'est vrai que ça pèse électoralement, l'addition du vote présidentiel Mélenchon, Éric Zemmour, voire Marine Le Pen. On n'est pas loin de tangenter les 40%, on est à 48%. Donc c'est quelque chose qui est très le reflet du rapport de force électorale actuel. Il y a déjà eu par le passé des débats très annoncés. Je vais remonter loin, mais en 87, il y avait le débat Lajoigny-Le Pen, c'était les deux extrêmes qui s'affrontaient. Mais il y avait un bloc RPR, UDF, PS, il y avait d'autres qui pesait 70%. Ouais. Rappelez le titre du livre, Le courage de la nuance, aux éditions du Seuil, Jean Birnbaum. À lire, à relire, à relire et à offrir. Un petit mot sur le renouvellement de Jack Lang à 84 ans à la tête de l'Institut du monde arabe. Est-ce qu'il faut dire autre chose que ça? Enfin, juste, je veux pas faire de l'agisme, mais Frédéric. Je vais donner un avis personnel qui n'engage que moi. On dit que la valeur n'attend pas le nombre des années. Moi, je vais souvent à l'Institut du monde arabe. J'y allais aussi avant l'époque de Jack Lang. Entre ce qui était avant Jack Lang et ce que Jack Lang en a fait, c'est le jour et la nuit. Il a fait un travail, c'est mon avis personnel, absolument extraordinaire. Donc normal qu'on c'est vrai qu'on peut être surpris par une sorte de dérogation qu'on a également au Palais de Versailles, sur toute une série de charges, mais en tout cas sur le fond et sur l'action qui a été fait mener, du bon boulot. Les gens, l'observateur honnête aura du mal à délégitimer le travail qui a été fait par Jack Lang. Commentaire. Moi, j'ai tendance à penser qu'à un moment donné, il faut savoir partir. Mais enfin bon, c'est un avis très personnel en l'occurrence, quel que soit le bilan que l'on ait. Bon, j'imagine qu'il y a des gens qui sont capables aujourd'hui, malgré tout. Il y a des talents récemment pour diriger l'Institut du monde arabe. Mais enfin bon, je suis pas sûr que ça rassure, moi. Ça passe de toute façon assez inaperçu d'une certaine manière, parce que je suis pas sûr que ça intéresse grand monde. Mais en l'occurrence, je suis pas sûr que ça conforte, si vous voulez, la confiance des Français dans les élites. Mais enfin bon, c'est un avis très personnel. Un petit mot. À 90 ans, Picasso disait qu'il faut beaucoup d'années pour être jeune. Donc là, de ce point de vue-là, donc vous dites que c'est de mauvaise foi de dire que de lui reprocher. Non, ce qui est intéressant, c'est surtout l'histoire qui a amené à cette confirmation, parce qu'au début, enfin il y a quelques mois de cela, c'est-à-dire il y a quelques siècles après la campagne présidentielle, c'était promis dans les yeux, si je puis dire, à Jean-Yves Le Drian par Emmanuel Macron.
qui lui a reconfirmé ça quand il a décoré et qu'il voulait en faire au fond le lieu de la diplomatie parallèle, le soft power à la française, parce que Jean-Yves Le Drian connaît particulièrement cette région et ses dirigeants. Bien évidemment, quand c'est arrivé aux oreilles de Jack Lang, il a déclenché une magistrale campagne. C'est-à-dire qu'il faudra refaire cette histoire-là de la manière dont il a organisé une campagne, un lobbying, un réseau qui a impressionné le président de la République lui-même. Nous étions à l'époque en pleine bagarre sur les retraites, donc vous aviez deux messieurs d'un âge, on va dire, assez mûr, qui se battaient pour rester en poste alors que la France défilait pour ne pas partir 2 ans plus tard à la retraite. Donc ça a contribué à dire j'arrête tout et je vais même nommer quelqu'un d'autre. Finalement, il a maintenu Jack Lang et Jean-Yves Le Drian a été nommé président de la Fondation Alula en remplacement de Gérard Mestralet. Il est envoyé spécial du président de la République au Liban. En plus, deuxième également mission qui en guise de compensation, on va dire. Allez, on va marquer une pause et on va parler de cette loi immigration, est-elle dans l'impasse, et puis de ce sondage IFOP sur les musulmans qui soutiennent, une partie des musulmans qui soutiennent minoritairement, qui soutient le Hamas. 45%. C'est ça à peu près qui la sympathie pour le Hamas, c'est 19%, et 45% qui considèrent que les actions menées le 7 octobre sont des actions de résistance. A tout de suite. Mettons-nous d'accord, ou commentons en tout cas cette loi immigration, ce projet de loi. Ce matin, Bruno Retailleau juge pas complètement satisfaisante une nouvelle version du texte. Est-ce que vous pensez qu'ils vont arriver à se mettre d'accord ? C'est un suspense de plus dans ce quinquennat qui s'enlise, malgré tout, et on voit bien que ce texte-là le montre bien cette évolution. On peut rien dire vraiment à cette date-là, parce que on ne sait pas comment va se terminer. D'ailleurs, ça n'a même pas encore commencé ce soir le fameux conclave parlementaire. De la CMP, qui va reboutiquer ce texte. Une fois qu'il sera sorti de cette et on verra dans quel état de cette assemblée, sera-t-il présenté au vote? Y aura-t-il le décompte? Ce qui m'a absolument sidéré, c'est de voir à quel point, au fond, Emmanuel Macron avait posé les termes de l'équation en disant soit il est accepté, voté, soit il est enterré. Ouais. Je trouve étonnant de poser déjà l'enjeu et d'évoquer le fait que un tel texte puisse être enterré. Ça fait juste 1 an et demi qu'il occupe l'énergie publique. Donc pour l'instant, je pense qu'on assiste peut-être effectivement à ce qui va être la marque après la marche ratée, si je puis dire, de l'antisémitisme, la marque de ce deuxième quinquennat. Oui, Arlette Chabot, on est quand même en plein psychodrame, là, non ? C'est le thriller politique de l'année, franchement. Alors là... Alors Gérald Darmanin, ce matin, a dit qu'on n'était pas loin d'un accord. Oui. Nous sommes plus près d'un accord que d'un désaccord, ça mange pas de pain. D'accord, mais c'est toujours la dernière marche, le dernier pas... qui est le plus difficile. Donc effectivement, tout est possible. Il peut y avoir un accord ce soir et un vote négatif demain. Il peut y avoir pas d'accord ce soir et le texte est retiré. Si je poursuis ce que disait Michael, c'est vrai que Emmanuel Macron n'aime pas les défaites parlementaires. Donc on impose un 49.3 sur les retraites, il y a une motion de censure. Oups, c'est juste, ça passe juste. Et donc il n'a pas envie de revivre le même suspense avec... pas de 49.3 demain, pour éviter une motion de censure qui ajouterait un suspense. Donc il préfère carrément retirer le texte si effectivement il n'y a pas d'accord ce soir. Mais il faudra attendre vraiment la fin du vote pour savoir si le texte est adopté ou pas demain. Donc on ne sait pas. Alors je suis assez contente, pour une fois je me suis pas trompée. Il y a une semaine j'ai dit on sait tout sauf la fin de l'histoire. Bravo. Effectivement, pour une fois, on ne sait toujours pas la fin de l'histoire. L'autosatisfaction ce matin, mais une fois dans une vie ça va. C'est bien, plus qu'une fois. Vous semblez dubitatif, Arnaud Benedetti. Non, je n'ai aucune idée sur la CMP. Autant j'étais assez inquiet pour le gouvernement avant la discussion de la motion de rejet préalable, parce que la façon dont tout cela a été engagé, et quand on connaît les équilibres parlementaires, l'affaire me semblait assez mal emmanchée. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est finalement l'étonnement absolument inouï du gouvernement devant l'adoption de cette motion de rejet, parce que finalement tout avait été fait pour qu'elle soit adoptée.
Maintenant, sur la CMP, vraiment, franchement, à ce stade, on peut pas savoir. La réalité, c'est qu'il semblerait quand même qu'il y ait, d'après les échos, qu'on a quelques petites avancées malgré tout. Regardez, l'AME va être sortie du texte, mais alors j'entends Monsieur Retailleau ce matin, je sais pas, c'était peut-être chez vous d'ailleurs, ou je sais plus, non, c'était pas chez vous, mais enfin peu importe, qui dit oui, d'accord, l'AME c'est très bien qu'on le sorte du texte, mais je veux une lettre absolument du gouvernement m'assurant qu'il y aurait un texte qui serait bien discuté au mois de janvier. Donc on est un peu quand même, je pense, dans une partie de poker menteur jusqu'à ce soir 17h, mais il est clair. Dans l'hypothèse où la CMP n'est pas conclusive, comme on dit en bonne procédure parlementaire, ça sera un échec évident pour Monsieur Darmanin et Madame Borne et Emmanuel Macron. Et quid, parce que quand même... C'est une loi qui est attendue et voulue par les Français. Mon opinion sur la question, c'est que de toute façon, je le dis depuis très longtemps, cette législature n'est pas viable jusqu'à 2027 en l'état. Yael Braun-Privé dit que si. Oui, d'accord. Mais très franchement, j'ai les plus grands doutes sur la capacité de tenir jusqu'à 2027 sur ce rythme-là. Je suis d'accord avec Arnaud. 2027, c'est très long. Alors, il y a vraiment deux choses. D'une part, il y a cette majorité relative, très relative, beaucoup plus relative que celle de 88-93. Et puis surtout, il y a quelque chose qui a changé par rapport au passé, une plus grande indépendance des députés, des présidents de groupe qui tiennent beaucoup moins leur groupe, qui fait qu'il y a une incertitude sur quasiment tous les textes. C'est vrai que sur cette affaire de la CMP, déjà, la scène parlementaire n'est pas très visible par les Français. Faites un sondage sur ce que c'est une CMP, on aura du mal à trouver beaucoup de Français qui savent parfaitement ce que c'est. Mais c'est vrai, d'un autre côté, que sur la question de l'immigration, ils souhaitaient un texte. Et on a une opinion publique qui est beaucoup plus consensuelle que ces élus. Que leurs élus qui sont quand même très fracturés. Oui, enfin, elle est consensuelle dans le sens de la dureté. Alors, pas complètement. Arnaud, quand on travaille par exemple sur la régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension, on trouve une majorité, courte majorité de sympathisants LR favorables. Donc il y a vraiment une opinion publique très fracturée, moins fracturée qu'on le dit. Un clivage gauche-droite qui s'est beaucoup atténué sur la question migratoire, et en revanche une classe politique extrêmement toujours marquée par le retour du clivage gauche-droite. Michael. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette loi, elle durcit le regroupement familial de LR. Ça, c'est certain qu'ils ont beaucoup de difficultés à se retrouver et que ça va être de plus en plus compliqué parce que à la fin de ce texte, c'est sûr qu'il y aura vraiment une fracture. On verra comment ça va se terminer, mais c'est certain qu'il y aura une fracture compte tenu que on assiste aussi dans la mécanique dynamique pour 2027 à une forme, je dirais, de grand remplacement de LR par à la fois le RN et la Macronie. Donc c'est aussi un enjeu très important. C'est pour ça que Rick Ciotti joue aussi la suite de son parcours politique, en tout cas au moins à la tête de LR. Et c'est vrai que là aussi il y a une grande responsabilité parce que, comme vous l'avez dit Frédéric à l'instant, les chefs d'entreprise qui sont tout le territoire s'adressent aux dirigeants politiques, à leurs députés, et en particulier à ceux de LR, en disant mais nous avons besoin de régulariser nos employés parce que nous fonctionnons dans nos entreprises, nos commerces et artisanat avec des travailleurs qui sont déjà dans cette situation-là. De ce point de vue-là, c'est une hypocrisie qu'il faudra quand même résoudre. Oui, mais il y a dans la Macronie aussi une aile qui veut un texte beaucoup plus dur. Je pense qu'il y a de vraies fractures dans la Macronie aussi. Bien sûr. Je pense que le LR n'avait pas tellement d'autres finalement positions que celles qu'ils ont adoptées en s'associant à la motion de rejet. Tactiquement et politiquement, ils ne pouvaient pas faire autrement, surtout après ce qui s'était passé à la commission des lois, qui avait totalement détricoté le texte du Sénat. Si vous voulez, vous ne pouvez pas, en tant que ministre de l'Intérieur, dire un jour oui, le texte du Sénat me va bien, et 24 heures plus tard, lorsqu'il est totalement détricoté par la commission des lois, dire finalement ce texte qui sort de la commission des lois me va bien. Encore une fois, quelle est la vérité de M. Darmanin? Donc on a quand même poussé les LR à s'associer à cette motion de rejet. Après, moi je pense qu'il y a de vraies fractures à l'intérieur de la majorité sur cette question. Je crois que c'est tout à fait essentiel parce que M. Sacha Houlié, qui est le président de la commission des lois, est censé incarner l'aile gauche. Et il l'a parfaitement incarné d'ailleurs en gérant la commission des lois telle qu'il l'a gérée lors de la discussion du texte du Sénat. Mais bon, après la question est de savoir, moi c'est la question que je me pose, c'est combien de divisions?
l'aile gauche. Et est-ce que l'aile gauche, ce qu'on appelle l'aile gauche d'éventuels frondeurs, est prête à aller jusqu'au bout de sa logique de fronde, sachant qu'il y a quand même toujours un risque aujourd'hui. Le risque, c'est qu'à un moment donné, on aille à une dissolution. Moi, je ne pense pas que le président de la République va dissoudre. Je crois qu'il ne va pas avoir le choix. Cette situation l'arrange parfaitement. La situation des députés ne concerne rien. Donc, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, Gérald Darmanin était tellement obsédé par l'accord qu'il était convaincu d'obtenir avec les LR qu'il a oublié qu'il y avait un groupe qui était quand même qui a une majorité relative qui est le sien, c'est-à-dire du parti qui s'appelle Renaissance. C'est-à-dire qu'en gros, on dit à n'importe quel prix avec les Républicains et le parti Renaissance et les députés Renaissance suivront. Ça marche pas comme ça aujourd'hui, comme le disait Frédéric. Donc il y a des gens qui ont des convictions quand même, qui essayent de les défendre. Mais je trouve que le côté justement, les godillots finiront par voter le texte parce que le président de la République le veut, le ministre de l'Intérieur le veut et la Première ministre le souhaite. Ça suffit pas. Ça marche pas forcément comme ça. Alors on verra aujourd'hui, effectivement, Sacha Houlié dit qu'il est soumis à des pressions épouvantables, qu'il est très maltraité, et qu'on lui dit en gros, il faut arriver à obtenir le vote du texte. Bon, mais effectivement, ça va laisser des traces. Et en tout cas, effectivement, le grand dépassement qui est le macroniste, je crois qu'il a pris un vrai coup, parce que ce qui se dépasse, c'est la droite, et ça devient un parti de droite. Ça devient, oui, quand on voit Aurore Berger hier, je ne sais pas si vous avez vu, qui parle de préférence familiale, de préférence nationale pour les allocations familiales, on voit qu'il y a quand même un durcissement très clair. Un petit virage, Pardon ? En fait, oui, il y a un virage. D'ailleurs, ils sont sous pression pour cette raison. Les macronistes sont tirés à droite. Ils sont surtout dépassés. Ils ont prôné le dépassement, mais ils sont dépassés aujourd'hui parce qu'effectivement, ils ne sont plus en phase avec la société. Oui, avec en plus l'idée, c'était l'enquête IFOP JDD d'hier et qui est très préoccupante pour la majorité et pour Emmanuel Macron, c'est que maintenant la grille de lecture qui s'installe pour qualifier le président, c'est l'inaction, l'hésitation, la tergiversation. Le mot girouette est apparu dans le discours des Françaises, qui n'était absolument jamais arrivé, et c'est une rupture totale avec ce qu'était le macroniste lors du premier mandat, où on reconnaissait, y compris chez les opposants, la transformation et la réforme. Donc c'est vraiment c'est peut-être un tournant ce qui va se passer aujourd'hui. C'est le deuxième mandat aussi. Sachant que le syndrome du deuxième mandat avait commencé beaucoup plus tard, et pour Jacques Chirac, et pour François Mitterrand. C'est vrai que le syndrome du deuxième mandat, c'était l'immobilisme, on a parlé de chiracisation. Là, je pense qu'on pourrait parler de forisation. Edgar Faure va redevenir, au fond... Là, vous parlez d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais en même temps, ça permettra de relire une partie de l'histoire politique. Oui, juste d'un mot, c'est l'effet aussi Proche-Orient. On dit qu'effectivement, les Français ne suivent pas la politique internationale. Non, les déclarations successives d'Emmanuel Macron sur le conflit font qu'effectivement, on se demande que veut-il. Oui, je ne sais pas si vous avez vu cette blague qui circule, c'est après le en même temps, c'est la chèvre et le chou. C'est un petit peu ça. On va y revenir dans un instant avec vous sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Je voudrais qu'on dise encore quelques mots quand même de la situation du pays, où on a quand même l'impression aujourd'hui que tout est bloqué, et en particulier cette loi immigration qui est quand même un aveu d'impuissance pour le gouvernement. On savait que ça serait difficile, parce que ça fait 15 mois qu'on en parle de cette loi immigration, et on savait que sur un sujet, en effet, on l'a dit, qui est extrêmement clivant politiquement, et en effet moins dans l'opinion, que ça serait compliqué pour l'exécutif. C'est pas une surprise en soi. Moi là-dessus, je suis pas du tout surpris du blocage dans lequel on se retrouve. Sauf qu'en plus, il y a un phénomène qui est important, c'est que plus vous avancez dans le quinquennat, et ça on l'a vu par le passé, plus ça va être difficile et plus ça va être compliqué. Plus finalement l'autorité du président de la République va être mise en question. Et plus vous allez voir, et c'est pour ça que moi je crois vraiment à l'hypothèse de la dissolution à terme, c'est que plus vous allez voir des divisions et des dissensions à l'intérieur de la majorité. Et on va le voir d'ailleurs très rapidement, peut-être demain, s'il y a une CMP conclusive, parce qu'une partie... La CMP, si elle est conclusive, elle se fera aux conditions de la droite, clairement. Principalement. Donc, on va voir là un certain nombre de députés de la majorité qui représentent l'aile gauche, qui vont vraisemblablement contester cette CMP, enfin à mon sens. Oui, c'est vrai que l'équation qui est la feuille de roue transmise à Gérald Darmanin, c'est au fond la forme la plus
perverti de l'en même tempisme, c'est-à-dire que il fallait un texte avec une disposition, un dispositif très, je dirais, modéré, lié surtout à la régularisation de la main-d'œuvre dans les secteurs en tension, dans une logique également de durcissement et de dire nous allons être beaucoup plus vigilants vis-à-vis des flux migratoires. Donc ça contenait en soi déjà son danger, et ça contenait en soi déjà la tension à laquelle on assiste. Sur l'évolution de l'opinion, Frédéric Dabi, sur la loi immigration, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, elle est voulue par les Français et une loi dure, c'est ce qu'ils réclament plus ou moins. Oui, on voit bien le durcissement du regard des Français sur l'immigration. Il y a eu un tournant depuis quelques années, je ne saurais pas le dater, mais symboliquement, politiquement, c'est quand Gérald Darmanin, en septembre 2022, publie des statistiques sur les personnes arrêtées pour fait de délinquance à Paris en donnant leur nationalité, mais le lien immigration-insécurité que faisait historiquement Jean-Marie Le Pen était le seul, c'est diffusé, et on trouve dans les enquêtes maintenant une majorité de Français ou une partie très importante qui font ce lien. Le durcissement... Écoute, des électeurs de la France Insoumise, puisqu'ils ne sont pas du tout sur cette ligne-là. Ils sont bien sûr les moins nombreux à faire ce lien, mais vous savez, les électeurs de la France Insoumise, par exemple, sur les questions sécuritaires, régaliennes, peuvent être en décalage. On parlait tout à l'heure du Proche-Orient. Dans l'enquête IFOP pour le CRIF, on avait une majorité, 60%, d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon à la dernière présidentielle, mécontents des prises d'opposition du fondateur de la France Insoumise. Durcissement, oui, mais quand même, et je l'avais déjà dit sur cette antenne, quand l'IFOP propose un item historique, c'est le devoir de la France d'accueillir des personnes fuyant des réfugiés, fuyant la guerre ou la misère. On trouve une petite majorité de Français qui y sont favorables. L'opinion s'est durcie, mais elle n'est pas d'un bloc, elle est plutôt composite. On va parler de ce sondage IFOP à propos du écran de veille, pour écran de veille, et qui vous avez interrogé les Français musulmans. En fait, on a repris l'enquête grand public faite à 2 reprises pour le CRIF. On a administré un échantillon de Français de confession musulmane. Alors, vous avez le droit de le faire, pardon de poser cette question, ça rentre pas dans des statistiques ethniques. Des statistiques ethniques, c'est donner un nombre de Français de confession musulmane. D'accord, mais je vous pose la question. On a le droit d'interroger. Oui. Et comment vous faites? Vous appelez les gens, vous leur demandez très souvent, il y a des enquêtes auprès du grand public, mais l'intérêt des enquêtes, c'est aussi d'interroger, de faire des zooms sur les ruraux, sur les jeunes, sur les électeurs RN, comme on l'a fait ensemble pour les radioscopies, IFOP fiducial pour JDD et Sud Radio. Et là, c'était un échantillon de Français de confession musulmane qui se sont déclarés, donc c'est du déclaratif. Il faut toujours être prudent et modeste sur notre métier. On ne repose que sur la bonne volonté des gens de répondre. Là, c'est une enquête par Internet et la véracité de leurs propos. Alors, quand même, je suis frappé de voir, le sondage n'est pas si spectaculaire que ça. La sympathie des Français de confession musulmane pour le Hamas est de 19%. C'est une minorité. Ça fait du monde dans une logique d'extrapolation. Ce qui frappe, c'est que c'est plutôt 6 fois plus, 3% d'un côté, 19% de l'autre, que ce qu'on avait mesuré il y a une quinzaine de jours auprès de l'ensemble des Français. On voit qu'il y a un lien entre une pratique religieuse très régulière et le fait d'avoir de la sympathie pour le Hamas. Et de la même manière, on trouve quand même une majorité de Français de confession musulmane qualifiant les actes du 7 octobre comme des actes de guerre ou des actes de terrorisme. La différence, c'est qu'ils sont 45% à voir ces attaques comme des actions de résistance contre la colonisation, contre 10% de l'ensemble des Français. Du grand public, pardon. Ouais. Donc l'enseignement, c'est... Puis il y a quand même, on est clairement sur un segment de la population très favorable, très sensible à la cause palestinienne, et elle en a complètement le droit, s'il y a des dérives, puisqu'il y a des motivations d'actes terroristes qui ont été faits par une infime minorité au nom de la cause palestinienne. Mais sur cette question, peut-être moins spectaculairement que ce qu'on a vu il y a 15 jours sur la laïcité, il y a un prisme différent entre l'ensemble des Français et cette partie de la population. Michael, là, on est au cœur de la matrice du 8 mai. C'est-à-dire que c'est effectivement parmi cette population qu'on peut constater, et on le voit, une forme de justification à la fois de dire oui, bien sûr, ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est terroriste, c'est du massacre, quelque part c'est à condamner, mais
ça s'installe, ça s'inscrit dans un continuum qui explique qu'on a été amené à ce genre d'actes de la part du Hamas. Ce qui me frappe aussi, c'est que ça montre bien, au fond, comment les massacres du 7 octobre représentent la première grande victoire politique du wokisme. Que j'appelle moi l'islamo-wokisme, qui est au fond aujourd'hui maintenant une intégration du Hamas qui a son brevet anti-impérialiste et de résistant contre l'État oppresseur, et les États oppresseurs, les États dominants, en particulier évidemment les États-Unis et donc leurs alliés, et donc naturellement Israël, et qui permet de considérer le Hamas comme étant le miroir de l'oppression des musulmans opprimés, le miroir du malheur musulman et le nouveau libérateur. On le voit d'ailleurs dans ce qu'on appelle les pays du Sud global, comment effectivement le Hamas est considéré comme étant un symbole de la résistance. Ça réécrit une forme de géopolitique. Petite parenthèse, moi j'ai été effarée de voir les images des tunnels. Alors on en avait entendu parler. Quand on voit ce qui a été construit, c'est-à-dire à un niveau industriel, de l'argent. Ça permet de voir effectivement l'argent qui a été mis là. Non, mais on a une population qui a vécu dans la misère, qui a vécu dans un état de dénuement absolu, avec des millions qui ont dû être engloutis dans ces tunnels. Les autorités françaises qui en permanence affectent et montrent le souci vis-à-vis des populations civiles à Gaza devraient d'abord demander des comptes au Hamas, d'avoir plutôt investi dans toutes les infrastructures guerrières plutôt que pour son peuple. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. On peut aussi dénoncer, comme le dit Joe Biden, des civils innocents qui sont tués, et en même temps s'interroger sur l'utilisation d'argent par le Hamas. Ça n'empêche pas des choses. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'en regardant un peu ces liens entre les Américains, le wokisme, etc., tout ça est assez ancien. Parce qu'au fond, les Black Panthers soutenaient déjà les Palestiniens dans leur lutte contre Israël. Donc, on a toujours l'impression que ça vient d'arriver, mais au fond, il y a des liens qui ont été établis depuis 20, 25, 30 ans entre... Mais avant, justement, c'est comme vous dites, c'était des organisations plutôt qui défendaient la cause du peuple noir. Oui. Là, on a eu un transfert de peuple noir, réaction, colonisation, esclavage, tout ça se retrouve dans le wokisme. Donc c'est le prolongement. Après, je veux dire qu'il y ait en France des musulmans qui soient évidemment sensibles à la cause palestinienne. C'est pas étonnant. C'est quand même assez logique. J'avoue que ceux qui effectivement émettent des réserves vis-à-vis de l'acte terroriste, je ne sais même pas comment dire, du 7 octobre, terroriste, immonde, avec... Oui, terroriste, on a compris, on n'a jamais vu approuver un acte terroriste. Là, effectivement, il y a une espèce d'indulgence qui est insupportable. Mais ça ne me choque pas plus, je dirais, autant que tous ceux qui considèrent aujourd'hui parmi les musulmans que l'islam et la religion est au-dessus des lois de la République. Ça, c'est absolument insupportable, parce que ça veut dire aussi qu'on ne pourra jamais vivre ensemble dans le même pays. Non, un mot rapide, mais enfin, tout cela est permis aussi parce qu'il y a une parole politique qui l'autorise. À partir du moment où vous avez des formations politiques qui refusent de condamner le Hamas comme un mouvement terroriste, il n'est pas étonnant que vous avez une partie de l'opinion musulmane qui considère de fait qu'en effet, le Hamas est un mouvement de résistance. Voilà. Juste précision pour notre auditrice, non, on n'a pas dit que c'était normal qu'on tue des civils. C'est la nuance. On vous recommande le livre sur l'art de la nuance. C'est exactement ce que vient de dire Arlette Chabot. Personne n'a dit que c'était normal. Ce n'est pas du tout le propos de ce qui a été dit. Et si résister, c'est massacrer des gens et des femmes et des bébés, quelque part, c'est plutôt une insulte faite à la notion de résistance. Absolument.